Nathalie, vous nous annonciez tout à l'heure, en plus de cet essai, semble-t-il, le tir d'un missile courte portée. Que sait-on exactement à l'heure qu'il est ? Eh bien écoutez, pour le moment pas d'autres nouvelles. C'est l'agence sud-coréenne Yonhap qui a donné cette information disant que ce missile courte portée avait été tiré depuis la côte est de la Corée du Nord. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Alors, en fait, ce test nucléaire a été connu de la communauté internationale, d'abord parce qu'on a cru que c'était un tremblement de terre, ou en tout cas les instituts géologiques internationaux qui surveillent la surface de la planète ont enregistré une forte secousse dans la nuit. Oui, mais si vous voulez, ça rappelle complètement le scénario d'octobre 2006. C'était exactement la même chose. Ce sont les Sud-Coréens qui avaient d'abord annoncé la possibilité d'un essai nucléaire de la part du Nord, puisqu'on avait effectivement enregistré une secousse. Secousse d'ailleurs qui se trouvait à une dizaine de kilomètres de celle qui s'est produite ce matin, puisque comme je vous le disais, l'endroit où l'essai nucléaire s'est produit est dans la province de Hamgyong du Nord, c'est-à-dire à quelques kilomètres. En fait, c'est le Sud effectivement qui a prévenu en disant qu'à 9h45, une secousse avait été ressentie, 4,7 sur l'échelle de Richter, et donc très probablement un essai nucléaire souterrain mené par les Nord-Coréens. Et très rapidement, la confirmation officielle que la Corée du Nord a claironné d'une certaine manière en confirmant cet essai nucléaire et en faisant fi donc de tout ce que peut dire depuis quelques années la communauté internationale. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la rhétorique utilisée dans ce communiqué de Corée du Nord ? Écoutez, oui, absolument, claironné, vous avez raison de le présenter comme ça, Antoine, puisque le Nord est évidemment fier, puisqu'il présente cet essai nucléaire comme un essai réussi. Il ne faut pas oublier que cet essai nucléaire, comme le tir de fusée du 5 avril dernier, c'est une manière pour Kim Jong-il de réasseoir son pouvoir, de montrer, après ce que l'on suppose avoir été une maladie assez importante et peut-être une attaque cérébrale donc en août dernier, qu'il est bien là à nouveau au pouvoir à la tête de la Commission nationale de défense, c'est-à-dire l'armée nord-coréenne. Il assoit son pouvoir. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en même temps il est en train de préparer sa succession et donc ce sont des moments de fébrilité bien sûr un petit peu en interne en Corée du Nord et donc dans ces cas-là la Corée du Nord frappe fort, envoie des signaux de sa puissance. On montre que en interne on est je dirais soudé contre les forces extérieures et c'est exactement la rhétorique utilisée par l'agence KCNA ce matin. Il faut renforcer la défense nationale contre les forces hostiles à l'extérieur. Alors je voudrais qu'on regarde la carte de la région, Nathalie, pour comprendre l'impact sur les voisins de la Corée du Nord. Il y a évidemment en première ligne la Corée du Sud, il y a le Japon où vous vous trouvez, deux pays qui seraient à portée de missiles si un missile à tête nucléaire devait être lancé de Corée du Nord. Absolument, et même n'oublions pas d'ailleurs effectivement les États-Unis, si l'on élargit un petit peu la carte, mais nous y reviendrons plus tard. Effectivement, d'où l'inquiétude très forte au Japon suite à ce tir de fusée donc du 5 avril. Souvenez-vous que les Japonais ont été ceux qui ont demandé les sanctions les plus lourdes de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies, et effectivement une inquiétude à nouveau aujourd'hui. Tokyo qui demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Alors